On est rendu à 18, 19. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon matin, Hélène. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite lancer un petit sondage que vous pourrez répondre immédiatement sur les gras saturés. Je vous rappelle, aujourd'hui, on va parler des gras saturés. Vous devriez voir apparaître un pop-up qui vous demande quelques questions sur les gras saturés. Il y a 5 questions. Sinon, vous devriez voir dans le bas de votre écran la section Poll qui flash et sur laquelle vous pouvez appuyer pour pouvoir répondre aux différentes questions. Okay. J'ai 2, 3 personnes. 4 personnes. Je vais en profiter pour fermer mon cellulaire. Parfait, c'est fait. Bon, parfait, excellent. Et là, j'ai 16 de 19 et 17. Encore 30 secondes pour les questions. 17 sur 20. Parce que j'ai... On va essayer de rouler un peu parce que j'ai 80 quelques slides à vous présenter. Ça fait que ça risque d'être... Je vous le dis tout de suite, j'ai pas grand espoir de finir ça en 1 heure aujourd'hui. Surtout, je vais pouvoir répondre à quelques questions à la fin. Ça fait que si jamais vous avez prévu juste 1 heure, là, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, on va regarder aussi pour pouvoir le rendre disponible en différé pour que vous puissiez le revoir au pire aller. Donc, 18 sur 20. 19 sur 20, presque complété à 100%. Okay. Pendant ce temps-là, les autres, qui a été voir la vidéo, la version anglaise du vidéo? Juste lever la main. Pour lever la main, pour ceux, parfait, excellent. Vous le voyez, là, vous avez un bouton, vous pouvez faire Raise Your Hand. Serge, Anne, Claire, vous avez été voir la vidéo, excellent, super. OK, donc on arrête le sondage. Bang. Et voilà, on va commenter les... Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont été voir la vidéo finalement, c'est pas grave. OK, parfait. Donc, connaissez-vous vraiment ce qu'est un gras saturé? 53% des gens croient savoir. Il y en a juste 26 qui savent à 100% ce qu'est un gras saturé.
Et 16% ne sont pas trop sûrs encore. Excellent. Est-ce que vous croyez que les gras saturés bouchent les artères? Oui, juste une personne. Non, 79 personnes. Et je l'ignore, 16%. On va essayer de répondre à cette question-là aujourd'hui. Excellent. Et est-ce que vous croyez que les gras saturés causent des maladies du cœur? Une personne, oui. 84% non. Et deux personnes ne savent pas. Est-ce que vous croyez que les gras saturés causent l'obésité? Une personne, oui. 84% non. Et deux personnes qui l'ignorent aussi. Dans votre quotidien, est-ce que vous consommez des gras saturés? Aucun gras saturé. Personne ne consomme aucun gras saturé et c'est excellent. À l'occasion, j'essaie de limiter deux personnes. Je ne me préoccupe pas, oh bon, il y avait une faute dans mon chat, de cela à mon choix de gras. Trois personnes. Je préfère consommer des gras saturés, mais je peux consommer d'autres formes de gras. Oh, hey, excellent, ça, 13%. Et une personne ne consomme que des gras saturés. C'est excellent. Avant juste de commencer, oh, on est rendu à 22, super. Je vais juste, c'est la petite mise en garde. Premièrement, les opinions qui vont être transmises ici sont les opinions de Nina Téchaude dans son vidéo. Moi, je suis ici pour vous expliquer ce que Nina dit. Et la deuxième chose, c'est vous ne devez pas prendre ce qui est dit ici pour prendre des décisions sur votre santé. Vous devez absolument consulter votre équipe médicale, un médecin, pharmacien, et ainsi de suite, si vous voulez modifier quelque chose au point de vue de votre santé. Donc, ce n'est que pour vous donner de l'information supplémentaire à l'intérieur de votre prise de décision. Parfait, on commence. Je vais partager mon écran. Et voilà. Ça et maintenant. Parfait. Je veux juste voir si je peux voir. Bon. Oh, une petite question. Quoi de bien, quels sont les éléments? Okay. Pendant la présentation, je vais vous demander de ne pas lever votre main parce que je ne le verrai pas de toute façon ou de poser des questions. À la fin, on va avoir une période au niveau des questions. On va expliquer aussi vers la fin aussi qu'est-ce qui est exactement des gras saturés. J'en parle aussi au début. Donc, la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est une vidéo de Nina Téchaude, qui est, c'est pas une scientifique, c'est une journaliste d'enquête qui est basée à New York et qui a écrit, entre autres, un livre, un best-seller, qui est The Big Fat Surprise, Why Butter, Meat and Cheese Belong in a Healthy Diet, qui est dans le fond une enquête sur les fameux gras saturés dans l'alimentation et les recommandations sur les gras saturés qui sont faites présentement de réduction des gras saturés et ces choses-là. Et ce qu'elle a découvert, c'était que c'est vraiment pas pour une question de santé que les gras saturés ont été enlevés. Premièrement, c'est quoi un gras saturé? Les gras saturés, ce sont des gras qu'on retrouve principalement dans la viande, mais aussi dans la nature, comme par exemple dans l'huile de noix de coco. C'est principalement un gras saturé. Pour identifier un gras saturé, c'est très facile. C'est un gras qui, à la température de la pièce, va être solide. Donc, si je prends de l'huile de coco qui est pure, vierge et ainsi de suite, quand je mets le pot sur le comptoir, l'huile de coco va devenir dure. Tout le monde connaît ça. Et comme exemple, du beurre. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un corps gras, à part quelques très rares exceptions, c'est un assemblage de différents gras. Ce qui veut dire que, à part l'huile MCT,
et certaines huiles MCT, tous les gras sont des assemblages de gras. Ce qui fait que, comme par exemple, dans le bacon, vous avez une portion de gras saturé, mais vous avez une très grosse portion de gras monoinsaturé et vous avez une portion de gras polyinsaturé et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de monde, souvent on entend l'expression « Ah oui, mais des gras dans l'alimentation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec ça, sauf juste les bons gras. » On va revenir là-dessus tantôt, mais et suivant cette phrase-là, ce qui vient 99,9% du temps, c'est on ne peut pas manger du bacon à tous les jours. Les bons gras, c'est l'huile d'olive. Bien, dans le bacon, on bon, je m'excuse. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais retourner voir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il semblerait que j'ai un problème avec mon micro. Oui, 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 oui. Parfait. Excellent. Je m'excuse. Il y a un petit message. Maintenant, ah, OK. Vous m'avez perdu. Je suis désolé. OK. On continue. Plus de son pendant un moment. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je vais laisser ça comme ça 2 secondes. Donc, ouais, c'est ça. Ce que je disais, dans le fond, c'était que dans le bacon, on a perdu des bouts. Je m'excuse. Je vais essayer de reprendre ça rapidement. Donc, dans le fond, ce que je disais, c'est que dans le bacon, la portion de gras monoinsaturé, qui est le fameux gras que tous les experts disent qui est très bon pour la santé, qu'on retrouve dans l'huile d'olive, et la raison principale pour laquelle on vous recommande de prendre de l'huile d'olive, bien, cette portion-là de gras monoinsaturé dans le bacon, c'est le gras, le principal gras, et cette portion-là est plus élevée dans le bacon que dans l'huile d'olive. Donc, si on vous dit de prendre de l'huile d'olive, parce que ça contient beaucoup de gras monoinsaturés, je ne connais pas les pourcentages exactement, Carl, mais je vais, à la fin, je partagerai mon tableau dans lequel tous les pourcentages sont indiqués. Donc, cette portion-là, si on vous dit ça basé sur cette prétention-là, que les monoinsaturés, les fameux oméga 9, sont si bons pour la santé et que vous devriez prendre de l'huile d'olive à cause de cette raison-là, bien, vous devriez encore plus manger du bacon pour cette raison-là, parce que le bacon, sa portion en oméga 9 est plus élevée que l'huile d'olive. OK, on va continuer avec la présentation. Je vais vous partager mon écran. Et voilà. Excellent. Donc, la première chose à savoir, c'est que Nina ne reçoit absolument aucun argent de l'industrie agroalimentaire du tout. Sa seule source de revenus dans ce domaine-là, c'est son livre. Et elle parle aussi, elle donne des conférences pour lesquelles elle est payée, mais pour des groupes très, très variés. Elle a parlé effectivement pour des entreprises de viande, mais aussi des entreprises pour les patates. Elle donne beaucoup de conférences dans des groupes extrêmement variés. Et malgré tout ce que plusieurs personnes peuvent dire, non, elle ne travaille pas pour le lobby de la viande, qui est un lobby qui est très, très paresseux, je vais vous dire très, très franchement. Et voilà. Okay. Et donc, pour commencer, ce qu'on va regarder, c'est que d'où viennent ces recommandations-là. La fameuse théorie, c'est basé, je m'excuse, là, sur la théorie que les gras saturés bouchent les artères et donnent les maladies cardiaques. Et ça a été, les premières recommandations de ça ont été faites par l'American Heart Association, l'AHA, que je vais résumer toujours par l'AHA, ça se dit plus rapidement.
c'est en 1970 que l'AHA a commencé à dire ça et les gouvernements ont suivi à ce moment-là. Ça, c'est un article que Nina a écrit dans le Wall Street Journal en 2015. Et ce qu'on peut voir, c'est que de nos jours, les recommandations sur la consommation de gras, et attention ici, l'important, c'est de dire que c'est la consommation de gras. Les recommandations sont en train de changer depuis quelques années, je dirais entre 5 et 10 ans, tranquillement. On a ici Alice, puis là, je m'excuse de la prononciation, là, Lichtenstein, on va y aller avec ça, là, qui a même affirmé, Alice Lichtenstein, c'est une membre du comité de consultation américain sur les recommandations alimentaires, qui a même affirmé publiquement que low-fat diet are probably not a good idea. Les diètes low-fat ne sont probablement pas une bonne idée. Et l'article de Nina aussi avait fait fureur aussi. Ça, c'est une preuve que, effectivement, tranquillement, les recommandations sur les gras sont en train de changer. Ça, tout le monde reconnaît ça, c'est la fameuse pyramide du guide alimentaire qu'on avait depuis 1980 et quand on regarde en haut complètement la portion des gras, des huiles et des sucreries, au moins on recommandait les sucreries, le sucre en haut de la pyramide, pas trop de sucre. On parle vraiment de sucre comme tel parce que la base, si vous remarquez ici à la base de la pyramide, maintenant, la plupart de vous êtes low carb, j'imagine, et donc vous savez que ça contient autant de sucre que des sucreries ou à peu près. On parle de pain, on parle de pâtes et ainsi de suite. Slide 4. OK. Donc, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que, OK, je m'excuse, c'est que la fameuse diète en faible en gras est peut-être morte, mais le problème qu'on a encore aujourd'hui, c'est que on recommande encore de consommer, que ce soit dans le guide alimentaire canadien ou que ce soit dans le guide alimentaire aux États-Unis, on recommande encore de consommer plus de 50 de notre apport calorique par jour en glucides. Et c'est ça qui est problématique. Donc, OK, on peut consommer du gras, mais continuer de manger majoritairement des glucides. Un des arguments qu'on retrouve très, très souvent, c'est que dans les guides alimentaires, bon, c'est des beaux papiers qui coûtent beaucoup de sous à produire, mais il n'y a vraiment personne, il y a personne dans le public qui lit ça et que ça n'a absolument aucun impact sur la consommation des gens. Et c'est un peu pas mal faux. On peut regarder ici, exemple, le guide alimentaire pour les Américains. Bien, le guide alimentaire américain, c'est lui qui guide les programmes aux États-Unis qui va nourrir, exemple, les personnes âgées, les enfants qui ont des besoins particuliers. C'est ça qui va guider les normes au niveau des lunchs pour l'école. Et après ça, on a au département d'éducation, bien, tout ce qui est éducation pour les enfants va être basé sur le guide alimentaire canadien. Et donc, on va enseigner aux enfants à manger selon le fameux guide alimentaire pour que plus tard, ils suivent, grosso modo, que ça allait influencer leur comportement. Après ça, ben, c'est le guide alimentaire qui est le guide pour les professionnels de la santé, toutes les associations et ainsi de suite. On parle de, exemple ici, l'American Diabetes Association ou au Canada, l'Association canadienne du diabète ou Diabète Québec et ainsi de suite.
eux aussi vont baser leur guide sur le guide alimentaire canadien et aux États-Unis sur le guide alimentaire américain. Dans l'armée, peut-être un peu moins au Canada, mais aux États-Unis, on parle d'une grosse tranche de la population. Et ce guide-là aussi va influencer tout ce qui est la chaîne de fourniture, la chaîne de fourniture du pays. Donc, si on recommande de consommer, exemple, moins de lait, ben, il va y avoir moins de subventions pour les agriculteurs et ainsi de suite. Donc, un guide alimentaire, même si le guide alimentaire n'a pas un impact immédiat sur la population directement, bien, tranquillement, ça a un impact insidieux et c'est sûr et certain que ça, on le voit dans les études, on voit que la consommation change. Bon. Le guide alimentaire change à tous les 5 ans. Ici, en 1995, on dit choose a diet low in fat, saturated fat and cholesterol. En 1995, on recommandait de consommer une diète faible en gras saturé et faible en cholestérol. Et c'est important, je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer une chose bien importante, c'est que je vais aller voir. Okay. C'est que on parle, les gras, c'est l'ensemble des gras, tout ce qui est lipides, gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés et ainsi de suite. Après ça, on parle les gras saturés et le cholestérol, parce que le cholestérol, c'est pas, ça fait partie de la famille des gras, mais c'est un gras en tant que tel. Et entre autres, dans les années 70, à un moment donné, on a commencé à dire aux gens arrêtez de manger des œufs parce que les œufs, le jaune des œufs contient une grande quantité de cholestérol et ça va boucher vos artères parce qu'on sait que c'est le cholestérol qui bouche les artères et on a mis les œufs au banc des accusés. Donc, c'est 3 choses et ça, c'est en 1995. Et en 1995, ça a été la dernière fois qu'on a vu cette recommandation-là. En 2000, on peut voir que on peut voir en 2000, je vais juste reprendre mes notes. Oups, je vais partager mon écran. Et voilà. Je suis rendu à la 7. C'est ça. Et donc, en l'an 2000, ce qu'on peut voir, c'est que dans les années précédentes, on recommandait des quantités limites. On avait un maximum de gras qu'on pouvait consommer et surtout un maximum de gras saturé. En 2000, on a abandonné le chiffre. On parle encore de choose a diet that is low in saturated fat and cholesterol and moderate in total fat. Donc, on parle de quantité modérée, mais on n'a plus de chiffre comme tel. Mais en passant aussi, on vous dit de couper le sel. Et après ça, à partir de l'an 2000, il n'y a plus eu de recommandations pour consommer une alimentation faible en gras. Pourtant, on retrouve encore énormément de ces produits faibles en gras sur les tablettes et la plupart de nos spécialistes, de nos nutritionnistes et ainsi de suite vont vous recommander encore aujourd'hui de couper votre consommation de gras. Mais dans les recommandations officielles depuis 2000, avec les recommandations depuis 2000, je m'excuse pour ça, j'avais complètement oublié de fermer mes notifications. Donc, c'est ce que je disais tantôt, c'est que ce qu'on vous recommande officiellement, c'est il n'y a plus de problème avec les gras, vous pouvez en consommer, mais seulement des gras qui sont santé.
Et qu'est-ce qu'un gras qui est santé selon les experts? C'est un gras qui est pas saturé. Donc, les fameux monoinsaturés ou polyinsaturés, comme on voit là, ici présentement de l'huile d'olive et ainsi de suite. Les noix et ainsi de suite. On est rendu à 10. Donc, maintenant, aux États-Unis, on a modifié les recommandations au niveau des gras saturés à 10 des calories par jour, ou donc à peu près 13 grammes par 2000 calories, grosso modo. Ça, c'est deux recommandations. On a les recommandations du Guide alimentaire américain qui est à 10 et les recommandations de l'American Heart Association, on parle de 5 à 6 donc 13 grammes par jour. Donc, qu'est-ce que 13 grammes de gras saturés par jour? C'est, entre autres, en haut ici, 2 tranches de cheddar, 8 onces de steak ou 6 onces de macarel. En passant, ce poisson-là contient plus de gras saturé qu'un steak ici, mais le steak va vous tuer, tandis que le poisson, c'est un aliment qui est santé, qui est considéré comme étant santé. Et là, ça nous emmène à nous dire, parce qu'en alimentation ceto, on va manger généralement quand même une bonne portion de gras saturé, même si ne pas manger de gras saturé, c'est quelque chose qui est quand même possible en alimentation ceto. Majoritairement parlant du temps, les gens vont consommer des gras saturés. Et donc, la question, c'est, suis-je en train de me suicider à grands coups de bacon, d'œufs et de steak et d'huile de coco? On va essayer de répondre à cette question-là. Et pour répondre à cette question-là, on va regarder pour commencer de où c'est parti. Et ce que vous voyez ici, c'est une photo du président américain Eisenhower qui, en 1955, a fait une crise cardiaque et a été forcé à l'arrêt à l'extérieur de la Maison-Blanche pendant une dizaine de jours. Et ça a été un très, très gros événement en 1955. Et une des raisons de ça, c'est comme si vous regardez sur le graphique à droite ici, c'est qu'au début des années 1900, les maladies cardiaques étaient extrêmement rares. C'était quelque chose qui n'existait pratiquement pas. Les cas de cancer aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de ces maladies-là qui n'existaient pas. Comme on peut le voir sur le graphique, en 1955, les maladies du cœur avaient commencé à augmenter énormément. Donc, ça a créé une grosse remise en question au niveau du public sur pourquoi les maladies cardiaques, pourquoi ça augmente comme ça et tout. Et un des amis du président Eisenhower, c'était un monsieur, je ne sais pas si on en parle directement dans le deuxième slide. OK. Je viens de sauter un peu trop vite, mais c'était Ancel Keys et on va parler d'Ancel Keys dans pas longtemps. OK. Donc, on s'est mis à se poser la question, qu'est-ce qui causait les maladies du cœur? Et dans les hypothèses qu'on avait à ce moment-là, c'était, ça pourrait être une carence en vitamines, par exemple. Une autre des hypothèses qui avait été mise de l'avant, c'était la personnalité de type A. Ça, c'est une personnalité que, comme exemple, le président Eisenhower était connu pour être un type A. C'est quelqu'un qui crie tout le temps, qui est stressé, qui est sur le gros nerf. Et donc, à ce moment-là, le stress va occasionner les crises cardiaques. Et la troisième hypothèse qu'il y avait à ce moment-là, c'était la fumée d'exhaust des automobiles, parce qu'en 1955, l'automobile devenait de plus en plus populaire. Et une des hypothèses, c'était que c'était les fumées des gaz d'échappement des autos qui pourraient peut-être occasionner l'augmentation des crises cardiaques comme ça. Et c'est là qu'est venu au monde
Ça, c'est la 15. C'est ça. Et c'est là qu'est venu au monde ce qu'on appelle la fameuse Diet Heart Hypothesis, l'hypothèse diète cœur, qui a été émis par ce monsieur très sympathique ici, Ancel Keys, le docteur Ancel Keys, qui était, faut commencer par comprendre qui est Ancel Keys. Ancel Keys, c'était quelqu'un qui avait une personnalité d'un intimidateur carrément, qu'il ne tolérait absolument pas la contradiction et il pouvait s'obstiner à mort avec n'importe qui disait le contraire de ce que lui disait. Et lui, ce qu'il a commencé à dire, c'était que les gras saturés et surtout le cholestérol alimentaire, comme je disais tantôt, il faut faire la différence entre les gras saturés et le cholestérol alimentaire. Le cholestérol alimentaire, c'est vraiment les particules, les lipotransporteurs qu'on retrouve dans le corps humain. C'est ça qu'on appelle le cholestérol, les LDL, ces choses-là. Dans la nourriture, il y en a un peu, comme exemple dans les œufs. Donc, le cholestérol alimentaire et les gras saturés montaient le cholestérol dans le sang et ça occasionne les crises cardiaques. Et ça a été développé dans les années 50, cette théorie-là, et on est encore basé là-dessus présentement sur toutes nos recommandations. Et c'est ce qui fait que présentement, si vous mangez du gras, on croit que vous allez mourir. Et un fait à noter, c'est que malgré tout ça, parce qu'au début, Ancel Keys pensait que c'était les gras totaux qui occasionnaient ça. Plus tard, c'est plus les gras saturés qui vont prendre la place. Ils vont remarquer que les gras monoinsaturés et polyinsaturés ne font pas ça. Mais, exemple, depuis les années 50-60, on sait que le cholestérol à l'intérieur des œufs n'a aucun impact sur le cholestérol dans le sang d'un être humain. Et malgré ça, pendant des années, on a recommandé de couper la consommation des œufs parce que, théoriquement, c'était supposé de monter le cholestérol. Ça... Donc, dans le but, Ancel Keys, dans le but de promouvoir sa fameuse théorie, parce qu'il y avait beau, c'était juste un petit chercheur parmi tant d'autres au début, et il a eu l'avantage d'être un ami du docteur, du président des États-Unis, le président Eisenhower, à qui il a recommandé sa Diet Heart Hypothesis et le fait de couper les gras saturés. En passant, Eisenhower fumait entre 2 et 3 paquets de cigarettes par jour, mais c'est vraiment pas ça qui lui a occasionné une crise du cœur. C'était vraiment le gras qui mangeait. Et donc, ce que Ancel Keys a fait, c'est qu'il s'est arrangé pour se faire engager sur le comité de l'American Heart Association en 1960. Et avant 1960, l'American Heart Association, la AHA, n'avait aucune recommandation particulière sur les gras saturés. Et à partir de 1961, l'American Heart Association a commencé à dire que les gens devaient absolument couper la consommation des gras saturés pour réduire les maladies cardiaques. Par hasard. Donc, on voit « First advice anywhere in the world ». Et ça, on parle la première fois au monde de limiter les gras saturés, le cholestérol, dans le but de prévenir les maladies du cœur. Première fois au monde. Un an après qu'il se soit fait engager sur le comité de l'AHA. Donc, la recommandation, on coupe toutes ces choses-là qu'on consommait depuis des millénaires et on remplace ça par tout ce qui est ici. L'huile Crisco, on va en parler tantôt, l'huile de Mazola et ainsi de suite. C'était la fameuse recommandation. Malgré le fait qu'on consommait des gras naturels depuis des millénaires, tallow, suet, le lard, le beurre et ainsi de suite,
d'un jour à l'autre, tout ça, c'est devenu l'ennemi à abattre et les gras polyinsaturés, les huiles végétales sont devenues extrêmement santé. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'on était rendu à l'ère, au début, on parle au début des années, on va reculer un peu au début des années 1900. Et le début des années 1900, ben, c'est le début des années de l'industrialisation. Et au début, fin des années 1800, la seule huile qui était consommée, qui était utilisée, je m'excuse, de façon extrêmement importante, c'était l'huile qui venait des baleines. Après avoir éliminé pratiquement les baleines de la surface de la planète, le besoin s'est fait ressentir pour avoir des lubrifiants, entre autres, mais aussi pour pouvoir produire du savon. Les gras servent dans la production de savon, dans la production de peinture et toutes ces choses-là. Donc, on s'est mis à faire une recherche, à faire des recherches pour trouver une nouvelle source d'huile. Et la première, ça a été l'huile de graines de coton, qu'on a réussi par des procédés industriels à extraire l'huile pour pouvoir en faire un lubrifiant qui était peu dispendieux et abondant. Et tout ça, en fait, au début, les huiles végétales, parce qu'une huile polyinsaturée, c'est une huile qui est extrêmement instable, qui réagit très, très fortement avec l'oxygène, qui va s'oxyder, qui va rancir très rapidement. Et justement, à cause de ça, les compagnies ont tenté de la stabiliser. Au début, ils n'y arrivaient pas. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à la solidifier à la température de la pièce. Parce qu'une huile polyinsaturée, naturellement, à la température de la pièce, est liquide. Et, entre autres, ils vont utiliser des procédés comme de l'huile hydrogénéisée, et ainsi de suite. Et la première compagnie qui a trouvé comment solidifier du gras polyinsaturé, du gras végétal comme ça, c'est une compagnie qui s'appelait Procter & Gamble. Et ils ont appelé ça Crisco. Et ils ont eu la géniale idée de dire « Hey, ça se mange, on va essayer de vendre ça au monde pour remplacer le beurre. » Et Procter & Gamble, c'est des petits génies, du marketing. Et ils ont profité d'une situation en Amérique, je vous dirais, là, un peu particulière. C'est que en Amérique, ben, on est principalement des immigrants, surtout dans ces années-là. C'était principalement des immigrants. Et donc, beaucoup de familles, de femmes au foyer à ce moment-là, n'avaient pas leur famille proche avec eux. Et donc, ils avaient immigré sans toute leur famille au complet. Et donc, comme exemple, par exemple, en Europe, ben, à ce moment-là, la mère va enseigner à la fille et comment faire la cuisine, et c'était des connaissances qui étaient transmises de génération en génération. La grand-mère qui enseignait à la mère, qui enseignait à la fille, et ainsi de suite. Et là, je m'excuse, c'est pas du sexisme, mais dans ce temps-là, c'était les femmes qui faisaient la cuisine. Maintenant, les hommes participent. Donc, quand on a ce système-là, si la fille veut utiliser quelque chose de différent que ce que la mère enseignait, elle se serait fait remettre dans le droit chemin assez rapidement. Aux États-Unis, en Amérique, c'était pas comme ça. Et donc, à ce moment-là, Procter & Gamble ont commencé à avoir une campagne de publicité disant « Non, écoutez, là, c'est le lard et le beurre, ça vient des animaux, on tue les animaux, ainsi de suite. C'est pas... ce qui est moderne maintenant, c'est de consommer du gras qui est fabriqué dans un beau petit laboratoire avec des tables en stainless toutes propres. Et ça, c'est sûr que c'est bien mieux pour la santé que de manger le gras d'un animal mort. » Ils ont axé ils ont axé leur campagne de publicité là-dessus. Et par la suite,
ils ont même réussi à stabiliser les huiles végétales assez pour pouvoir les vendre comme de l'huile végétale standard. Faut que j'accélère. Parfait. Donc, on voit celle-là ici, c'est la 26. Okay. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on ait réussi à convaincre les gens que ce qui était naturel et ancestral et qui se fabrique de façon très, très facile ici, pouvait être néfaste pour la santé et que ce qui est fabriqué ici à travers comme exemple de l'huile végétale, on parle de 17 étapes, grosso modo, de transformation. On parle d'utiliser des solvants. Et si vous avez vu des images de la fabrication des huiles végétales, c'est juste de faire une recherche sur Internet puis de trouver des images de la fabrication de ça qui sont relativement rares. Il n'y a plus personne qui va en consommer. C'est vraiment dégoûtant. Et de pouvoir penser que ça, ici, c'est santé par rapport à ça, c'est un scandale. C'est absolument fascinant qu'on ait réussi ça. OK. En 1955, quand Eisenhower a eu sa crise cardiaque, la consommation des gras saturés, le beurre, le lard et ainsi de suite, était déjà en baisse. Pourquoi? Parce que, justement, les huiles végétales avaient commencé la consommation avait commencé à monter. Okay? Donc, est-ce que c'est la hausse des gras saturés qui a occasionné les crises cardiaques? Absolument pas. Voici, photo de Ancel Keys, qui a réussi en embarquant sur le comité de l'AHA à promouvoir ses idées. Il a fait le cover du Times en 1961, justement avec ça, et ainsi de suite. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que avant 1960 et avant même 1940, l'American Heart Association, c'était une toute petite association parce que il n'y avait pas de crise cardiaque, il n'y avait pas de maladie du cœur. Et donc, il n'y avait même pas les moyens de se payer une secrétaire. C'était un petit bureau avec une table, une chaise ou à peu près, puis il y a une personne qui travaillait là-dedans. Procter & Gamble se sont dit, hey, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de convaincre l'American Heart Association de dire aux gens de remplacer le beurre par le Crisco, parce que le Crisco, c'est de l'huile végétale et que c'est meilleur pour la santé. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une émission de radio qui était très populaire à ce moment-là, et ils ont fait que cette émission-là finançait l'American Heart Association. Et en dedans de quelques semaines, l'American Heart Association s'est ramassé avec 1,740 000 $ qui est arrivé bing bang dans ses coffres. Et quelques semaines après, devinez ce qui s'est passé. L'American Heart Association a recommandé les gras polyinsaturés pour combattre les maladies cardiaques, par hasard. Sur quoi est-ce qu'ils se sont basés pour faire ça et sur quoi Ancel Keys se basait pour faire ça? Parce que c'est sûr qu'ils ne sont pas juste arrivés comme ça à dire remplacer les gras saturés par les gras polyinsaturés, c'est meilleur pour votre santé. Ils ont basé ce qu'ils disaient. Ils disaient aux gens, ben, écoutez, on a de la science en arrière de ça. Et la science derrière ça, c'est la fameuse étude des 7 pays. Qui a été faite durant les années 50. L'étude des 7 pays, c'est de loin la plus importante étude en nutrition qui a été faite depuis l'invention de la science de la nutrition. Et c'est de très loin une des études les plus citées par d'autres chercheurs dans d'autres études. Qu'est-ce que Ancel Keys a produit comme évidence? C'est ça ici, c'est ce tableau-là. Et qu'est-ce que ce tableau-là dit? C'est que ça, c'est
le nombre de morts par 1000 personnes morts de crise de maladie cardiaque. Et ici, c'est le nombre de calories, le pourcentage des gras totaux. On ne parle même pas de gras saturés ici, mais on parle de gras total. Le pourcentage de gras total dans l'alimentation des gens. Donc, si mon augmentation en gras, si je consomme 50% de mon alimentation en gras total, en théorie, je devrais avoir le taux de mortalité. Mon pays devrait avoir le taux de mortalité par 1000 personnes le plus élevé, le taux de mortalité par maladie du cœur le plus élevé. Donc, et ici, le Japon, qui à ce moment-là était un des pays qui consommait le plus faible pourcentage de son alimentation en gras saturé ou en gras, avait le moins nombre de morts par maladie cardiaque. Et les États-Unis, qui avaient le plus élevé, avaient le nombre le plus élevé. Donc, quand on regarde ce graphique-là, bien, écoutez, c'est évident. Il faut absolument couper notre consommation de gras si on ne veut pas mourir d'une maladie cardiaque. La réalité, cependant, c'est que Ancel Keys a fait ce qu'on appelle en anglais du cherry picking. Ça veut dire qu'il a sélectionné. Avant de faire la fameuse étude des 7 pays, il avait fait quelques études pilotes. Et donc, il savait, grosso modo, vers quel pays aller, quel pays correspondait à son hypothèse et quel pays ne correspondait pas à son hypothèse. Ça, il y a 22 pays à l'intérieur de ça. Oubliez les verts 30 secondes. Il y a 22 pays à l'intérieur de ça dans lesquels il aurait pu aller. Exemple, ici, on parle de la France. Grosso modo, 28-29% de leur alimentation était en gras et le taux de maladie cardiaque était juste à 1. Et Ancel Keys le savait, ça. Il le savait. Et vous allez entendre tantôt la raison pour laquelle il a dit que il n'a pas voulu aller en France pour faire l'étude des 7 pays. Il a éliminé la France. Tous les pays ici, idem, même chose. Et donc, la Finlande, très haut taux, mais consommation relativement plus faible que les États-Unis. Donc, et en vert, pourquoi j'ai dit d'attendre 2 secondes? En vert, on a... Oups! Hey, j'ai de la misère avec mon ordi, je m'excuse. En vert, c'est d'autres pays que Ancel Keys connaissait et qui n'a jamais, des pays, mais des peuples, je m'excuse, des peuples que Ancel Keys connaissait et qui n'a pas voulu intégrer. Entre autres, les Inuits consommaient entre 70 et 80% de leur alimentation en gras et il y avait 0 maladie cardiaque ou à peu près. Et Ancel Keys a décidé volontairement d'ignorer ces faits-là. Non seulement ça, parce que l'étude des 7 pays a été faite sur 13 000 personnes qui ont visité 3 fois sur une longue période de temps. À l'intérieur de ça, à la place d'utiliser les données des 13 000, et c'est 13 000 hommes en passant, parce que les femmes, à ce moment-là, on n'utilisait pas les femmes, et il a utilisé 13 000 personnes. Et de ça, on a utilisé les données de moins de 500 hommes sur les 13 000. Donc, moins de 4 %. Et à la fin, malgré tout ça, l'étude a démontré qu'il n'y avait aucune différence au niveau de la mortalité totale. Une des choses qui est vraiment, vraiment intéressante, c'est ici, c'est sur l'île de Crète. L'île de Crète, en Grèce, c'était l'endroit préféré d'Ancel Keys parce que l'île de Crète était un des endroits où ce qu'on consommait le taux de gras et de gras saturé le plus bas, le plus faible. Et c'était un des endroits au monde où on vivait les plus vieux. Et la particularité, c'est que sur une des 3 fois où ce que Ancel Keys a été sur l'île de Crète, bien, c'était durant le carême, durant une semaine de carême. Et durant le carême sur l'île de Crète, on ne consomme aucun gras, aucune viande et ainsi de suite. Et ça a été rapporté par après.
Et les chercheurs ont dit oups, on n'aurait peut-être pas dû faire ça. C'est pas comme ici, là. C'est pas une situation idéale. C'est parce que vous avez basé vos recommandations sur ça. OK, on est rendu à 40, 39, 40. OK. C'est que Nina Téchaud et Gary Taubes, entre autres, un autre journaliste, ont publié leurs livres et ainsi de suite sur la fameuse étude des 7 pays pour la démolir complètement. Et en 2017, il y a eu un papier qui a été publié, qui a été commandé par la True Health Initiative, je vais vous expliquer tantôt c'est quoi ça, dont M. Kahn, Willett et Katz, et surtout prenez compte de M. Willett ici, qui est, dans le fond, c'était pour essayer de... Bon, ça, c'est les trois personnages, Walter Willett. Et Walter Willett, pourquoi il est important? C'est, entre autres, c'est lui qui est responsable de la chaire en nutrition à l'Université de Harvard. Fait que souvent, on voit des études un peu tout croche qui sortent de Harvard présentement et qui prônent beaucoup le végétarisme. Ben, c'est grâce à M. Willett qui est ici. David Katz, qui est le directeur principal de True Health Initiative, et Joel Kahn. On va voir c'est qui Joel Kahn tantôt. Et dans le fond, ce qu'ils ont dit, c'est que la première chose, ça c'est un papier qui dans le fond, qui essayait de détruire les critiques sur l'étude des 7 pays et entre autres qui essayait de démolir Nina et Gary Taubes. Fait que une des choses qu'il disait, c'était que ceux qui critiquent l'étude des 7 pays, c'est juste des conférenciers, des blogueurs, des journalistes. Il n'y a aucun scientifique là-dedans. Et ces gens-là, ben, ils n'ont aucune connaissance scientifique, donc ça ne vaut rien ce qu'ils disent. C'est ça. Là, présentement, il y a une mode de démolir là, la méthodologie de l'étude des 7 pays. Contest is primarily data finding that the study spot was correct with heart disease. Et c'est que, dans le fond, présentement, c'est que ça, c'est un peu populaire là, de critiquer Ancel Keys et son étude. Comme une c'est que là, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que les critiques qui disent que Ancel Keys a sélectionné 7 pays sur 22 qui a fait du cherry picking. France, OK. Je vais juste me reprendre dans mes notes. 42. OK. C'est ça. C'est que ils disent, ouais, la France, ben, elle a été de façon délibérée exclue parce que les chercheurs étaient au courant du fameux French Paradox. C'est que, donc, parce qu'ils connaissaient le French Paradox, ils savaient que le French Paradox, dans le fond, c'est que la France consommait des hauts taux de gras saturés et que les maladies cardiaques étaient très, très faibles. Donc, ils savaient. Ils le disent eux autres mêmes qu'ils savaient que c'est la raison pour laquelle ils ont évité la France. Après ça, ils disent, le point 3, que les dietary surveys, les sondages alimentaires, que Nina dit que les sondages alimentaires étaient invalides parce qu'ils ont eu lieu durant le Lent, là, durant la période du... en tout cas, que ça, c'est pas vrai. Et même Nina, ce que Nina a dit dans son livre, entre autres, c'est que non seulement l'étude ne dit pas que le gras a une corrélation plus grande avec les maladies du cœur, mais que le sucre, en réalité, avait une meilleure corrélation. Et ça, on va le voir tantôt.
43. Okay. C'est que, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que, dans le fond, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont décidé d'aller dans les pays où ils voulaient bien aller. Puis, Ancel Keys, dans le fond, ben, il n'aimait pas la France et la Suisse. Donc, ils ont décidé de ne pas aller en France et en Suisse. Ça, c'est les raisons scientifiques qui ont été émises pour éviter ces pays-là. Et aussi, ils ont dit que, dans le fond, d'aller en Grèce durant le carême, ben, c'est un choix qui a été fait volontairement et ils n'ont pas donné aucune raison pour ça. Ils n'ont pas donné d'explication pour dire, ben oui, on va y aller pendant le carême où ce que les gens ne mangent pas carrément ou pratiquement pas. C'est pas grave. C'est ce qu'ils disent dans le papier. Et quand on va regarder ici, en réalité, sweet, c'est les sucreries. La corrélation avec les maladies du cœur, c'est de 0,821. Et avec la viande animale, c'est 0,788. C'est vrai que ce n'est pas une très grosse différence, mais ça reste qu'en réalité, c'est les sucreries qui est plus élevé. Et le problème ultime de cette étude, c'est que c'est une étude épidémiologique. Et une étude épidémiologique, on ne peut pas faire d'association avec la causalité avec ce type d'étude-là. Il y a juste une question de corrélation. Exemple, la raison de ça, on regarde ça ici. Quand on fait des études épidémiologiques comme telles, on peut facilement avoir des corrélations loufoques. Ici, si vous croyez qu'une étude épidémiologique va entre le gras et les maladies cardiaques, une occasionne l'autre, bien, vous allez être obligé d'arrêter de manger des aliments organiques, des aliments bio, parce que ici, c'est une étude qui démontre que l'augmentation des ventes en aliments bio, bien, la corrélation est directe avec l'augmentation de l'autisme. Ici, je vous recommande à toutes les femmes de cesser d'utiliser l'Internet parce que l'augmentation des utilisateurs de l'Internet a une corrélation pratiquement linéaire avec le cancer du sein par 100 000 femmes. Et une des meilleures ici, c'est que si vous habitez l'État du Maine aux États-Unis, évitez de consommer de la margarine parce que la consommation de margarine suit de façon pratiquement linéaire le nombre de divorces. Les scientifiques des années 60 savaient très bien que l'étude des 7 pays était avait pas beaucoup de valeur. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que les gouvernements, à ce moment-là, ont dit, bon, ben parfait, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va financer nous-mêmes des études, on appelle des études RCT. RCT, c'est Random Control Trial, qui sont, au niveau scientifique, le standard, le gold standard qu'on appelle, ça veut dire le plus haut standard des études. C'est quoi une étude RCT? C'est Random Control Trial, ça veut dire que je vais prendre un groupe de personnes, de 100 personnes, que je vais disposer en 2 groupes de façon aléatoire et je vais contrôler ce qu'ils consomment pour éliminer toutes les variables possibles. Et en les distribuant de façon aléatoire comme ça, et généralement aussi, on va les comparer à un groupe témoin, et en les distribuant de façon aléatoire comme ça, bien, automatiquement, je devrais équilibrer toutes les variables, les différentes variables, et je vais pouvoir pinpointer, pointer une variable en particulier. Ça fait que ça a coûté des millions, voire pratiquement des milliards.
Et ce qu'on a décidé aussi, c'est de faire ces études-là sur ce qu'on appelle les hard endpoints. Et c'est quoi les hard endpoints? C'est pas compliqué. Les hard endpoints, c'est sur la mortalité. Ça veut dire que la mortalité, c'est quelque chose qui n'est pas contestable. Tu meurs ou tu ne meurs pas. Tandis que, est-ce que ça va monter ton LDL, ça ne va pas monter ton LDL, ça va-tu monter ton HDL? Ça, c'est des choses qui sont contestables, qu'on peut essayer d'interpréter, puis tout. C'est qu'ils ont fait des expériences au total sur 75 655 hommes et femmes dans des expériences, une 10-12 expériences qui ont duré entre 1 et 12 ans à peu près. Et les résultats de ces expériences-là, c'est qu'il n'y avait aucun effet des gras saturés sur la mortalité cardiovasculaire ou sur la mortalité totale. Cependant, une alimentation faible en gras saturés, oui, ça réduisait le cholestérol de 13 %. Mais est-ce que la réduction de cholestérol avait un impact sur la mortalité cardiovasculaire? Absolument pas. Une de ces expériences-là, ça a été la Minnesota Coronary Survey. Okay? Et la conclusion, et à la Minnesota Coronary Survey, c'est une super belle étude. Pourquoi? Parce que ça s'est fait 55. Ça s'est fait en 30 secondes. Blablabla. Dans les années 60, ils ont pris 9000 hommes et femmes dans 5 hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. C'était une étude qui était extrêmement contrôlée parce qu'on prenait des gens dans un hôpital psychiatrique. Et là, je m'excuse, hein, on va dépasser le temps et il va falloir que je me réajuste dans mes prochains parce que c'est ça. On va continuer. Et donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que 9000 hommes dans des hôpitaux psychiatriques, c'était des gens qui étaient enfermés dans l'hôpital, qui ne pouvaient pas bouger de là, et on pouvait très, très bien contrôler ce qu'on leur donnait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a séparés en 2 groupes. Un groupe, on leur a donné 18 % de leur alimentation en gras saturé, du beurre, de la viande, et ainsi de suite. Et l'autre moitié, c'est 9 % et ce qu'on leur a donné, c'est, exemple, de l'huile de soya, du fromage de soya, des burgers de soya, et ainsi de suite. Et on a fait ça pendant 4 ans et demi de temps. Puis, Ancel Keys était un des membres de cette étude. Et au bout du 4 ans et demi, on aurait pensé qu'il aurait été content, il aurait pris cette étude-là, c'était solide, c'était des évidences, tout le kit, et il l'aurait publié. Ça a pris 17 ans pour qu'il publie l'étude. Pourquoi? Quand les auteurs de l'étude ont été interviewés, ce qu'ils ont dit, c'était qu'il n'y avait absolument aucun problème avec les données. Les données étaient très, très bonnes. Cependant, les auteurs étaient déçus des résultats. Pourquoi? Parce que pour l'ensemble de la population des études, il n'y avait absolument aucune différence entre le groupe des personnes qui consommaient 18, qui consommaient 9, au niveau des accidents, des événements cardiovasculaires, des morts ou de la mortalité totale. Ça ne changeait absolument rien. Mais ils ont découvert une autre chose. Ah oui, c'est vrai. Ils ont découvert une autre chose. Ils ont découvert que, et ça, c'est la raison pour laquelle ils ont finalement arrêté l'étude après 4 ans et demi, c'est qu'ils ont découvert que les taux de cancer explosaient. On va le voir dans pas longtemps. Oui, ici. Ça, ils ont découvert que les taux de cancer explosaient. OK, je saute. On va revenir à l'étude du Minnesota. En 2015,
il y a du monde qui ont découvert qu'il y avait des données de l'étude du Minnesota qui n'avaient pas été analysées. Ils ont retrouvé ces données-là, ils les ont analysées et ils se demandaient pourquoi ça n'avait pas été comptabilisé. Et ces données-là, ce qu'ils disaient, c'était que plus les hommes baissaient leur cholestérol sanguin, plus ils étaient susceptibles de mourir d'un accident cardiovasculaire. Ça fait que les données les plus graves ont été éliminées de l'étude du Minnesota. Et il y a eu, c'est ça, il y a eu une douzaine de ces études-là qui ont été faites, entre autres la LA Veteran Trial, ici. Et ce qu'on voit en rouge, c'est les gens qui suivaient l'expérience et c'est les morts de cancer, de cause de cancer qui est ici. Et le nombre de morts de cancer a explosé. Fait que ce beau petit groupe, Nina les appelle les aristocrates de la nutrition, se sont réunis avec Ancel Keys, entre autres, qui, en passant, a fait enlever son nom de l'étude du Minnesota quand il a vu les résultats. Et ils se sont réunis et ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là de cancer? Les taux de cancer, c'est un effet secondaire, les taux de cancer explosent et tout. Et Ancel Keys a répondu c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui est le plus important, c'est que les gens baissent leur cholestérol. Fait que même si le fait de consommer des huiles végétales augmente le taux de cancer, le résultat à la fin, s'ils baissent le cholestérol et qu'ils ne meurent pas de crise cardiaque, bien, ça va être mieux. 59. 60, c'est ça. Et voilà. Et donc, on a décidé d'ignorer toutes les études qui disaient le contraire de ce qu'il voulait dire. Ici, on a un monsieur qui s'appelle, et là, je m'excuse de la prononciation, c'est William Moore Stephenson, qui est un anthropologue. Et William Moore, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été vivre ici au nord du Canada avec les Inuits pendant quelques années pour les étudier. Et ce qu'il a découvert, c'est que les Inuits n'avaient aucun cancer, aucune maladie cardiaque, et les Inuits étaient un peuple carnivore pratiquement à 100% et consommaient 75 à 80% de leur 70 à 80% de leur apport calorique en gras. Les Inuits adoraient consommer du gras. Et ce qui est même le plus au niveau du gras, entre autres, c'est le gras derrière les yeux, le gras des mâchoires des animaux, des caribous, entre autres. Et William Moore, ce qu'il a fait, attention, il me semblait que j'avais... Ah oui, c'est ça. Bon, est-ce que je m'excuse? Fait que William Moore, ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié un livre sur ce sujet-là. Et quand il est revenu aux États-Unis, nécessairement, on parle des années 30, le monde l'ont traité de fou, ça n'avait pas de bon sens ce qu'il disait là, et ainsi de suite. Et donc, il a décidé de participer à une étude au Bellevue Hospital, dans laquelle lui et un de ses amis se sont enfermés pendant 1 an avec des médecins et des scientifiques qui les étudiaient, et ils ont pendant 1 an de temps mangé juste de la viande. Et ils ont subi une batterie d'expériences, de tests, de prise de sang et ainsi de suite, de tout ce qu'on pouvait faire à ce moment-là pour les étudier. Et il y a eu 7 études qui ont été publiées avec cette expérience-là. Et cette étude-là a démontré que William Moore et son ami n'avaient subi aucune carence en absolument rien. Et le seul temps où il n'a pas filé, c'était une fois où il avait mangé de la viande qui n'était pas assez grasse, qui était trop maigre, et ils se sont mis à pas filer. Et là, quand ils ont vu ça, ils ont fait « Ah zut! » Et là, ils se sont fait cuire du cerveau avec du gras, et ils ont mangé ça, cerveau d'animal, je ne sais pas lequel. Là. Et après ça, ils ont super bien été. Donc, William Moore, quand il a vu ce que Keyes disait,
des années 50, il a écrit une lettre à Ancel Keys disant, écoute, moi, dans mon expérience, c'est pas du tout ça que j'ai trouvé. Et ce fut à ce moment-là la fin de la carrière de William Murr. Parce que Keys n'acceptait pas d'être contredit et quand tu le contredisais, il partait après toi. Il a fait ça avec Yudkin en Angleterre, il a fait ça avec William Murr, il a fait ça avec beaucoup de personnes. Mais maintenant, les preuves sont en train de changer. Maintenant, on a au-dessus de 16 méta-analyses. Les méta-analyses, c'est qu'on va prendre, mettons, 10, 15, 20 études et on va retravailler les données de ces études-là. On va mettre tout ça ensemble et en théorie, on devrait avoir des résultats un peu plus probants à ce moment-là. Et là, il y a des méta-analyses d'études épidémiologiques, mais aussi il y a des méta-analyses d'études RCT. C'est sûr qu'entre les deux, si je prends des méta-analyses d'études épidémiologiques, mais ça me donne des résultats qui sont so-so. Si je prends une méta-analyse d'études RCT, bien déjà, le RCT, c'est un gold standard. Et là, j'assemble 10, 12, 15 études RCT ensemble. Ça devrait me donner des résultats extrêmement solides d'un point de vue scientifique. Et si on prend tous les résultats de ça, ça dit qu'il n'y a aucune association entre la consommation des gras saturés et les maladies cardiaques et que la consommation de gras saturés n'a pas d'effet sur la mortalité cardiaque. Et donc, présentement, l'Association canadienne des maladies du cœur a éliminé le seuil de gras saturé qu'on avait avant, le fameux 10 % qu'on a vu tantôt. On dit « The following recommendations do not include a threshold or a limit for saturated fat and instead focus on a healthy balanced diet pattern. » Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que il n'y a pas de quantité, mais essayez d'équilibrer votre affaire pour avoir une alimentation santé. Et la preuve que les recommandations et toute la mentalité est en train de changer, c'est qu'on regarde ici à gauche le Lancet, qui est un organisme de publication d'études scientifiques, ont même publié dernièrement un article, dernièrement, on parle de près 2017, là, un article sur le livre de Nina Teicholz. Et, exemple, à droite, ici, le Crédit Suisse recommande maintenant la consommation. Et le Crédit Suisse, la particularité, c'est qu'il y a une compagnie d'assurance vie à l'intérieur de ça. Et même eux autres voient maintenant que la consommation de gras saturés, c'est payant pour eux autres parce que les gens meurent moins. Donc, ça leur coûte moins cher en prime. Ici, c'est l'étude PEUR. L'étude PEUR, c'est une étude qui a été faite sur 255 000, 280 000, là, je vous dis ça vite de mémoire, 280 000 personnes, 18 pays et les résultats de l'étude PEUR, puis attention, là, on parle encore une fois d'études épidémiologiques. Donc, on ne peut pas avoir une conclusion de causalité. Mais ça reste qu'au niveau de la corrélation est là. On dit, we're afraid of saturated fat, but saturated fat actually appear to be good for you. On a peur des gras saturés, mais il semblerait, selon cette étude-là, que les gras saturés sont réellement bons pour vous. L'auteur de l'étude PEUR dit on a subi un lavage de cerveau avec des études extrêmement questionnables, dont l'étude des 7 pays. Et ça c'est devenu implanté dans notre ADN. Et il y a des générations complètes qui ont été élevées avec cette mentalité-là, cette peur-là des gras saturés. Ça a été discuté à
une conférence qui a été donnée en 2018 à Zurich, qui a été appelée la conférence de Miracle Conference, où ce que un paquet de spécialistes de la nutrition, de tous les des végétariens, des carnivores, des omnivores, des ci et des ça, se sont tous réunis à une conférence payée par le Crédit Suisse, entre autres, pour sortir un consensus. Et le consensus qui est sorti de là, c'est que finalement, les gras saturés, c'était pas dangereux pour les êtres humains. Et pourtant, malgré ça, c'est pas sorti des médias, là. Fiona Godley, éditeur, ça c'est une éditrice du BMJ, c'est le British Medical Journal, qui a dit le point à propos des gras saturés est le suivant. Les évidences maintenant sont de plus en plus là, mais les recommandations n'ont pas encore changé. Et il ne semble pas y avoir un énorme mea culpa de la part de la communauté scientifique qui se sont trompés. Parce qu'effectivement, on attend encore après les scientifiques pour nous dire « Oups, on vous a induit en erreur pendant 50 ans, on s'est trompé, on s'excuse, on va se reprendre. » Et pourtant, les experts restent encore extrêmement ont beaucoup de difficultés à dire qu'il n'y a pas de problème avec les gras saturés encore aujourd'hui. Pourquoi? Les fameuses études que les gouvernements ont financées, que j'ai parlé tantôt, il n'y a aucun board de recommandation du guide nutritionnel américain ou canadien qui les avait étudiés. C'est que l'Association américaine des maladies cardiaques a dit à un moment donné, à force de se faire critiquer, OK, on va y retourner, puis on va les étudier. Et leur conclusion, ça c'est le tableau des études qui ont été étudiées. Et là, ce qui est important de différencier ici, c'est ce qu'on appelle les hard points avec les soft points, endpoints, qu'on voit à droite ici. Hard point, c'est la mortalité. Okay? Donc, est-ce que si je mange des gras saturés, est-ce que je meurs plus ou pas? La seule qui a dit que oui, il y avait un lien entre les deux, c'est Mozafayan, je m'excuse de la prononciation, et Mozafayan travaillait attends une seconde. Ouais, c'est ça. Il était sur le board of directors de Unilever, compagnie agroalimentaire, quand il a fait cette étude-là en 2010. Toutes les autres études ont dit qu'il n'y en avait pas. Mais l'American Heart Association, on dit « Ah, oui, c'est justifié de limiter les gras saturés. » Pourquoi? Parce qu'ils parlent ici d'événements cardiovasculaires, pas de mortalité, d'événements cardiovasculaires. Et le problème, c'est que en regardant juste les événements, on ne peut pas savoir ce qui entraîne réellement ces événements-là. Est-ce que c'est parce que je consomme 50 % de mon alimentation en glucides avec des gras saturés? Ah, ça ne le dit pas. Mais si je consomme beaucoup de gras saturés, ah oui, ça se peut que j'aie une crise cardiaque. Est-ce que je vais mourir de la crise cardiaque? Non. Donc, dans le fond, la réalité, c'est, exemple, dans un marathon, c'est est-ce que je vais gagner le marathon à la fin? Ça, c'est les hard endpoints, c'est à la fin. Est-ce que je vais vivre plus vieux? Les chances sont oui. Mais si j'en consomme, ici, ce que ça dit, pas toutes, mais quelques-unes des études disent que si je consomme des gras saturés, sans tenir compte du restant de ma vie, est-ce que je fume? Est-ce que je fais d'activité physique? Est-ce que je consomme beaucoup de glucides? Si je ne prends pas ça en considération, ça se peut que j'aie plus de problèmes cardiaques. Après ça, ce qu'on a dit, c'est
OK, parfait. On peut consommer des gras saturés, mais ça dépend. Ça dépend par quoi que tu les remplaces. Est-ce que je remplace mes gras saturés par des glucides? Ou est-ce que je remplace des gras polyinsaturés mes gras saturés par des gras polyinsaturés? Si je remplace mes gras saturés par des glucides, c'est vrai, peut-être que c'est pas bon. Mais ça, oui, c'est bon. Hein? C'est drôle. Pour toutes les autres choses, remplacer les glucides, remplacer le sucre, il n'y a pas de condition. C'est que là, pour les gras saturés, la barre est un peu plus haute. On s'en va à la 113. C'est ça. Et malgré tout ça, on continue quand même à publier des études qui disent qu'on devrait remplacer les gras saturés par des gras insaturés. C'est ça. OK. Ah oui, c'est ça. Après ça, il y a eu, justement, une conférence. Ça, c'est le fameux papier dans lequel il y avait, exemple, Walter Willett, Gary Taube et ainsi de suite, une couple de professeurs, journalistes. Ils disent la conclusion de quand ils se sont réunis ensemble, ça a été la plupart des évidences suggèrent que le risque de maladie cardiaque est réduit quand on remplace les gras saturés avec des gras polyinsaturés. Mais pas quand on remplace les gras saturés par des glucides. Et c'est drôle parce que Gary Taube, c'est quelqu'un qui est low carb. Et il a détesté travailler avec ces gens-là. Il n'était absolument pas d'accord avec la conclusion. Mais c'est supposé être un consensus. Ce qu'on croit présentement, c'est que les gras saturés, et pourquoi on continue à dire ça, c'est ça dans le fond, c'est que parce que les gras saturés haussent le LDL. Sauf que il y a lowering LDL through diet has never been shown to lower CVD risk. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune étude qui a démontré que de baisser le LDL va baisser le risque de maladie cardiaque. Et les LDL ne sont pas un prédicateur fiable de risque cardiovasculaire. Le meilleur prédicateur, c'est le HDL. Puis qu'est-ce qui hausse le HDL? Bien, le HDL, c'est les gras saturés qui haussent le HDL. Mais le problème, c'est que le LDL, on a une pilule pour le contrôler. Le HDL, on n'en a pas. Ils en ont inventé une à un moment donné. Ils ont inventé une pilule qui haussait le LDL. Le HDL, je m'excuse. Et ils ont abandonné les études sur cette pilule-là parce que les gens mouraient carrément. Il y a eu des décès avec cette pilule-là. Et ils n'ont jamais réussi à corriger ça. Et donc, l'idée de hausser mon HDL par une pilule, ça a été totalement abandonné. Mais de toute façon, on a la pilule qui baisse le LDL, qui est la pilule la plus prescrite au monde présentement. 28 % des Américains au-dessus de 40 ans vont prendre des statines. C'est la valeur du marché des statines, on parle de 5,6 milliards de dollars en 2014. Deuxièmement, présentement, on est dans un plant-based moment. Ça veut dire que présentement, ce qui est populaire, c'est le mouvement vegan, le végétarisme. On veut sauver la planète en consommant juste des légumes, et ainsi de suite. Et le fait de limiter la consommation des gras, on le sait, c'est ça qui a eu le plus grand impact sur la consommation de viande. Quand on dit aux gens
coupez votre consommation de gras saturés, les gens, naturellement, vont réduire leur consommation de viande rouge. Et quand ils réduisent leur consommation de viande rouge, ils vont aller vers des produits plant-based à ce moment-là. Ici, M. Walter Willett, qui est, on l'a dit tantôt, à la tête de la chaire de nutrition à Harvard. Selon M. Willett, vous devriez consommer moins de viande rouge. On voit en haut ici, là, moins de viande rouge que de sucreries. La viande rouge est plus néfaste pour la santé que les sucreries. Walter Willett est un végétarien qui parle avec des végétariens. Il est sur le board de directeur de compagnies qui produisent des pâtes en Europe et ainsi de suite. Après ça, True Health Initiative. True Health Initiative, c'est un lobby. C'est un lobby qui est là pour promouvoir l'alimentation plant-based et qui va vous dire surtout, ne dites pas le contraire de nous. Notre ami ici, et ça, c'est, je ne me souviens jamais de son nom, c'est ça, c'est David Katz qu'on a vu tantôt sur le papier. Après ça, ici, Dr. Khan, qui est un végétarien, propriétaire de restaurants végétariens. Et toutes ces belles personnes-là ne veulent pas que vous consommiez de la viande. C'est pour ça qu'on vous parle que la consommation de viande ici, c'est l'équivalent de consommer des cigarettes, que la viande va vous donner le cancer colorectal et ainsi de suite. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans le fond, si vous êtes plant-based et que vous consommez de l'huile de coco, vous consommez exactement le même gras saturé qu'il y a dans la viande. Un gras saturé, ça reste une chaîne de carbone qui est saturée. Et on va passer vite là-dessus, mais pourquoi on vous dit ça? Pourquoi l'American Diabetes Association? Pourquoi l'American Heart Association? Et ainsi de suite. Pourquoi ils vous disent ça? Ben, c'est pas compliqué, hein? Follow the money. On l'a vu, l'AHA, dans son histoire, ce qu'il a mis au monde, c'est carrément Procter & Gamble. Et pourquoi Procter & Gamble ont fait ça? C'est parce qu'ils voulaient vendre du Crisco. Et ça s'est continué. Dans les commanditaires de l'AHA, il y a Coke, il y a McDonald's, il y a et ainsi de suite. Est-ce que Coke est là? Est-ce que Coke se préoccupe vraiment de la santé des gens? Pas sûr. Est-ce que McDo se préoccupe vraiment de la santé des gens? Je ne suis pas sûr non plus. Et voilà. Et ça, c'est aussi Harvard. Harvard s'est fait financer dans les années 50 à coût de 50 000 puis 100 000, qui était de l'argent énormément pour pouvoir... on a injecté de l'argent dans le but d'avoir des études qui correspondaient à ce qu'on voulait. L'industrie du soya, des huiles végétales, Unilever produit des huiles végétales, Monsanto et ainsi de suite. Ce sont des très, très, très gros joueurs. Donc, le sommaire de tout ça, il y était une fois Ancel Keys qui a émis une hypothèse. L'hypothèse a été testée. Ça a été démontré qu'elle n'était pas vraie, cette hypothèse-là. Les gras saturés, il n'y a personne qui a été capable de démontrer que les gras saturés causaient les maladies cardiaques, je m'excuse. Et ça a été une condamnation qui a été unfair, qui n'était pas fair, et je m'excuse, et basée sur des évidences qui étaient très faibles. Donc, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, libérer les gras saturés? Et voilà, ça complète la présentation. Je m'excuse d'avoir dépassé. Il va falloir que je me réajuste dans les prochains, définitivement. Fait qu'on va passer rapidement à
la période de questions. Il me reste, ouais, il me reste pas mal de monde encore. Parfait, excellent. Les Français sont beaucoup moins sédentaires. Parfait. Parfait, excellent. C'est donc, vous pouvez aller dans la section des questions et poser des questions. Et aussi, si vous voyez une question qui passe, vous devriez pouvoir cliquer sur le pouce de la question et pour pouvoir la voter plus haute et que je vais y répondre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des gens là? OK. Là, présentement, vous posez vos questions dans la portion chat et je préférerais que si vous pourriez la poser dans la question section. Si vous allez voir en bas, vous allez avoir Q&A, Q et A. Et idéalement, vous pourriez poser vos questions là. Ça va être plus facile pour moi de les suivre. Est-ce que les recettes du livre Keto sont safe? Absolument. Je ne sais pas quel livre exactement, mais je vous dirais tout ce qui est, tous les livres de recettes dans lesquels on prend des aliments. Okay, je vais. Tout ce qui est un livre de recettes dans lequel on prend des aliments qui sont complets, exemple des fruits, des légumes, des viandes et ainsi de suite, ou ce que vous connaissez chacun des ingrédients, il n'y a aucun problème avec ça. Et même si ça contient des gras saturés, il n'y a pas vraiment de problème avec ça au niveau des recettes. Je vous dirais, c'est plus quand vous commencez à avoir des ingrédients un peu bizarres, c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter. Je crains quand même le gras animal si celui-ci n'est pas bio, étant donné que les toxines s'emmagasinent dans les gras ainsi que le bacon. Écoutez, ça, c'est tout un autre débat complètement. C'est sûr que si vous avez les moyens d'aller vers des viandes bio, dans des fermes de proximité et ainsi de suite, c'est sûr que c'est l'idéal. Cependant, malgré tout, au niveau des études, présentement, les études sont faites sur des viandes commerciales standards. Et il n'y a aucune étude scientifique présentement qui a démontré le moindre risque à consommer des gras saturés, même dans les viandes plus commerciales. Et pour le bacon, il y a beaucoup de monde qui craignent le bacon pour les fameuses nitrites. Si vraiment vous n'êtes pas convaincu que les nitrites, il n'y a aucun problème avec les nitrites, il y a des bacons maintenant qui sont sans nitrites. Cependant, les nitrites, quand vous consommez du céleri, ça contient des nitrates. Au contact de votre salive, les nitrates se convertissent en nitrites. Donc, et vous allez en avoir plus à manger du céleri que manger du bacon. Bon, ça c'est correct. Donc, on va y aller avec ça ici. Au niveau des gras saturés, j'ai répondu à celle-ci. Content des gras saturés qu'on puisse manger sans souci. Ben, écoutez, comme j'ai expliqué tantôt, je pense que ça devrait avoir répondu. Tout ce qui est gras saturé, c'est les gras principalement en premier lieu. Si vous avez un gras qui est solide, la température de la pièce, c'est un gras saturé. Si c'est un gras qui provient d'un animal, c'est un gras saturé. Tous les gras animaux, le gras d'un humain, c'est un gras saturé. Et après ça, l'huile de coco au niveau végétal, l'huile de coco, c'est un gras saturé. Je suis céto-strict depuis 1 an et demi. J'ai récemment augmenté mes gras quand j'avais des fringales. J'ai pris du poids. Dois-je réduire un peu mes gras? Merci, Mario.
Ça dépend. Ça dépend. Si vous aviez des fringales, généralement, c'est parce que vous aviez faim. Et est-ce que c'est parce que vous aviez réduit votre consommation totale en calories, même si je n'aime pas les calories? Est-ce que c'est à cause de ça, généralement? Et, euh, et à ce moment-là, quand vous réduisez volontairement ou involontairement, que ce soit dans votre subconscient, vous réduisez votre apport. Quand vous réaugmentez votre apport, ça se peut que votre corps stocke un peu. L'autre chose, c'est que j'explique souvent aux gens, c'est qu'il y a une différence entre prendre du poids et de prendre du gras. Vous devez vérifier votre composition corporelle. J'ai des gens qui vont prendre, même moi personnellement, ça m'arrive quand je consomme quelque chose à laquelle je suis intolérant, je vais prendre jusqu'à 10 livres. Et ça en 2-3 jours. Est-ce que j'ai pris 10 livres de gras? Absolument pas. J'ai pris principalement 10 livres d'eau. Et si j'élimine ce qui a occasionné cette inflammation-là, eh bien, à ce moment-là, je vais reperdre rapidement mon 10 livres d'eau. Donc, ça, c'est l'autre chose. Ce que je vous dirais, la première chose, c'est de faire attention à votre fenêtre d'alimentation, de réduire votre fenêtre d'alimentation et de vous assurer de bien manger à l'intérieur de votre fenêtre d'alimentation pour ne plus avoir ces fringales-là. Et généralement, les fringales, c'est le gras. C'est la quantité de gras que vous consommez. Et l'autre chose, je vous dirais, souvent aussi, ce qu'on voit les gens, c'est qu'ils réduisent leur part en protéines animales. Et la protéine animale, c'est quelque chose qui occasionne une très grande satiété. C'est quelque chose qui est un peu plus lent à digérer et donc, ça va vous tenir sur plus long. C'est qu'à ce moment-là, je regarderai aussi votre apport en protéines. Est-ce que mon apport en protéines a diminué et j'ai commencé vraiment pris beaucoup trop de gras par rapport à ma protéine? Et ce que vous pourriez faire là-dessus, ce serait, exemple, de refaire un journal alimentaire, même si on recommande de ne pas compter, une fois de temps en temps, de voir où se situe, de faire un journal alimentaire pendant 3 jours, on compte ce qu'on mange et ainsi de suite. Et à ce moment-là, ça va vous donner une idée de est-ce que vos macros ont shifté complètement. Que pensez du docteur Delorgerie, le cardiologue en France que vous invitez et qui est contre les gras saturés et l'alimentation céto et pour la diète méditerranéenne, surtout l'huile d'olive, est à l'origine de l'étude de Grenoble? Que pensez? Bien, je vais vous dire, vous pouvez venir lui poser la question directement au Keto Fest au mois de mai. La diète méditerranéenne est basée sur, entre autres, l'île de Crète et l'étude des 7 pays. La réalité de la diète méditerranéenne, quand on regarde les gens qui vivent autour de la Méditerranée, oui, ils consomment beaucoup d'huile d'olive, mais aussi ils consomment beaucoup de viande et beaucoup de gras, malgré le fameux mythe de la diète méditerranéenne. Et ça, ça a été démontré avec l'étude des Blue Zones. Bon, est-ce que vous m'entendez encore? Oui, parfait, excellent, merci. Et bon, ça c'est ce qui est au sujet de la fameuse diète méditerranéenne. Fait que la diète méditerranéenne, telle qu'on la prône, avec 0 gras saturé et juste de l'huile d'olive pratiquement à la bouteille, c'est un mythe, ça aussi. Après ça, j'ai pas lu ce que le docteur Delorgeril était contre les gras saturés. C'est une chose qu'il va falloir que je vérifie. Je suis désolé pour ça. Et voilà pour celle-là. OK. Ça, j'ai répondu. OK. Existe-t-il des expériences où on nourrit des rats au gras uniquement et si oui, les incidences sur leur santé? Absolument, il y en existe. Et il y a une particularité chez les rats.
Et c'est ce qui fait que les rats ne sont pas des bons spécimens pour faire des études sur les gras. C'est que si je donne du gras à un rat, il va engraisser. À un humain, c'est pas vrai. Chez un humain, je dois donner du gras avec des glucides pour le faire engraisser principalement. Exemple, chez l'humain, ce qui va faire engraisser un humain énormément, c'est un beigne. Pourquoi? Parce qu'un beigne, c'est grosso modo 50 de glucides et 50 de gras. Chez les rats, ce n'est pas exactement la même chose. L'autre chose, le problème qu'il y a avec les études avec les rats, c'est que généralement, puis ça je l'avais déjà posté, là, la composition, quand on donne à des rats du gras pour voir s'ils vont engraisser, généralement, c'est des gras polyinsaturés, c'est des gras végétals. Ça, on sait que ça a un impact majeur maintenant sur les mitochondries, sur le système inflammatoire et ainsi de suite. Que veut dire avoir du cholestérol génétique? Est-ce que l'alimentation cétogène ou réduite en sucre est recommandée aussi? Mon conjoint hésite à commencer les médicaments. Ça, ce que je vais vous dire, je vais vous inviter parce que c'est tout un sujet en tant que tel et ça va être justement le sujet de mon prochain webinaire la semaine prochaine. Ça fait que je vais vous demander parce que c'est trop lourd pour juste répondre très, très rapidement. Donc, je vais vous demander si vous voulez venir assister à celui de la semaine prochaine. Il va y avoir toute une présentation sur ça au complet. Ça, c'était répondu. Le risque aussi réside dans la cuisson. Absolument. La cuisson, brûler des aliments, c'est souvent là qu'on produit des toxines à l'intérieur des aliments. Donc, et dans le tableau des gras qu'on a publié, on vous recommande au niveau de la cuisson, c'est le ghee, entre autres. Pourquoi? Parce que le ghee, son point de fumée est à 450 degrés Fahrenheit. Et donc, c'est extrêmement élevé. Vous pouvez laisser du ghee dans un poêlon sur le poêle, le feu au maximum pendant 1 heure et il ne va pas brûler. Tandis que du beurre, bien, le lactosérum à l'intérieur du beurre et la caséine, eux autres vont brûler très rapidement et ça va produire des toxines. C'est ça qu'on appelle, je ne me souviens plus du nom, là, mais c'est ça qui est relié au cancer. Donc, la cuisson, essayez toujours d'avoir une cuisson à feu le plus doux possible. Évitez de brûler vos aliments. C'est extrêmement important. OK. Chantal dit j'ai assisté à la semaine Cétoxine au Spa Eastman avec Jean-Yves Dionne et la nutrithérapeute. Je passe le message que Chantal a fait parce que je ne la connais pas. C'est le cancer. Puis là, j'en parle rapidement. C'est une étude RCT des rats. OK. Cependant, c'est qu'on a nourri les rats avec du bacon, de la viande rouge et du poulet. Et le but de l'étude, et c'était des rats à qui on a inoculé un cancer de l'intestin et du côlon. Et le but de l'étude, c'était de démontrer que la viande rouge augmentait le risque de cancer et accélérait la mort, et ainsi de suite. Et manger du poulet, c'était moins dangereux. Bien, au bout de l'étude, on parle d'une étude RCT, le fameux Golden Standard. Et les résultats de l'étude ont démontré que non seulement le bacon et la viande rouge n'occasionnaient pas le cancer, le bacon était protecteur. Le bacon était protecteur. Chez des rats, dans cette étude-là, dans ce contexte-là, le bacon était protecteur contre le cancer du côlon. En deuxième,
c'était la viande rouge qui n'avait pas vraiment d'incidence. Et ce qui empirait, c'était le poulet. Et je reposterai cette étude-là si vous voulez. Mais le bacon, il n'y a aucun problème avec le bacon qu'on connaît présentement. Il n'y a pas de science solide en arrière des prétentions contre le bacon. Ça, c'est fait. Il va y avoir une cédule. Je vais poster lundi. Lundi, je vais poster la future conférence et après ça, je vais travailler. J'aimerais ça pouvoir poster un mois de conférence d'un coup pour que vous puissiez justement là, vous prévoir. Là. Je m'excuse pour le délai de 12 heures. C'est vrai que c'est très court. Parfait. Ça. Oups, ça n'a pas passé. Non. L'huile d'olive, c'est pas plus riche. L'huile d'olive, oui, c'est très santé quand même. L'huile d'avocat, plus riche en oméga 3, oméga 6, donc moins inflammatoire. Places-tu les gras végétaux dans la même catégorie ou certains sont mieux? Non. L'huile d'olive, l'huile d'avocat, c'est des excellents gras. Les gras qui sont les pires, ceux qui sont les moins bons pour la santé, c'est facile à déterminer. Là. Si je prends un avocat, OK, et que je l'écrase dans ma main, à la fin, ma main va être huileuse. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile directement dans la chair d'un avocat. Si je prends une olive et que je l'écrase dans ma main va être huileuse. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile directement dans la chair d'une olive. Donc, on pourrait presser à froid cet aliment-là pour extraire de l'huile, et ça, c'est un gras qui est santé. Si je prends un grain de maïs et que je l'écrase en dessous de mes doigts, est-ce qu'il va y avoir de l'huile à mes doigts? Est-ce que mes doigts vont être graisseux? Absolument pas. Si je veux extraire du gras d'un grain de maïs, je dois absolument le passer dans des produits chimiques. Je dois le passer dans des solvants, avoir des réactions chimiques, le faire chauffer, haute température, blablabla. Bla, bla. Ça me prend une usine totalement. Ça, à la fin, ça vous donne quelque chose qui est un poison pour le corps humain. Ce qui fait que c'est la façon, si je prends un grain de coton, c'est la même chose. Si je prends canola, grosso modo, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Donc, c'est de cette façon-là. C'est que si vous voulez éviter un peu les gras de viande pour les raisons que vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de... je m'excuse, l'huile d'avocat. Il y a des options comme ça qui sont santé. Même l'huile de caméline, je pense qu'il y a des pressions à froid. Il y a d'autres options qui sont plus végétariennes, exemple, végétaliennes. Donc, c'est tout ce qui est procédé chimique. OK, ça c'est fait. Attention aussi au niveau de l'inflammation comme telle. Dans le fond, on veut avoir un ratio oméga 3, oméga 6. Les oméga 6 ne sont pas nécessairement inflammatoires. Il ne faut pas oublier que dans les gras essentiels pour le corps humain, ce sont les oméga 6, entre autres. Cependant, c'est une question de ratio entre les deux. Donc, je vais conclure là-dessus. J'ai fait 2 heures. Je vous promets de travailler pour réduire ça à 1 heure pour le prochain. Je suis désolé de vous avoir maintenu si longtemps que ça. Je vais juste lire les derniers commentaires. Merci à tout le monde. Depuis le sud de la France, Anne Gaborel, au pays de l'huile d'olive. Wow. Je mange surtout du gras saturé aussi, j'en doute pas. L'huile d'olive et d'avocat plus riche, ça j'avais répondu. Donc, groupe, je vous remercie infiniment à tous. Je vous souhaite de passer un beau dimanche et j'espère que j'ai pu éclairer vos chandelles. Bonne fin de journée.